Bonjour, bienvenue dans cette troisième partie sur le chapitre composition des solutions. Nous allons découvrir le principe du dosage par étalonnage que nous utiliserons donc avec des solutions colorées et pour lesquelles on va mesurer leur absorbance. Donc on utilisera un spectrophotomètre. Alors si on peut réaliser un dosage par étalonnage, eh bien c'est parce que les solutions colorées obéissent à une loi bien particulière qui est la loi de Berlambert que nous allons découvrir. Pour appliquer la loi de Berlambert, eh bien, il faut se placer à une longueur d'onde lambda fixe. Et lorsqu'on a une longueur d'onde lambda qui est fixe, eh bien, on va voir que l'absorbance grand A d'une solution colorée, d'une espèce colorée, est proportionnelle à la concentration grand C de cette espèce. Donc, on obtient une loi de proportionnalité qui est de la forme grand A absorbance est égale à epsilon lambda fois petit l fois grand C, la concentration de l'espèce colorée. Petit l, qu'est-ce que c'est? C'est la largeur de la cuve dans laquelle on a placé la solution colorée pour faire le test, qui a été traversée par la lumière. Et epsilon lambda, c'est donc un coefficient de proportionnalité que l'on appelle le coefficient d'absorption molaire. Son unité, puisque l'absorbance est une grandeur sans unité, lorsque je multiplie les unités de epsilon lambda fois L fois grand C, je dois obtenir quelque chose qui est une grandeur qui est sans unité. Donc, la grandeur d'epsilon lambda, ici, doit être l'opposé, l'inverse des unités de L fois C. Donc, il faut savoir les retrouver, ces unités. Donc, c'est des litres par centimètre par mol. Et si je multiplie par des centimètres et par des mols par litre, j'obtiens bien une grandeur sans unité. Alors, le coefficient d'absorption molaire, il y a un petit lambda pour dire qu'il dépend de la longueur d'onde à laquelle on s'est placé pour étudier l'espèce chimique. Donc si je change la valeur de la longueur d'onde, la valeur de epsilon lambda va changer. Enfin, cette loi, il faut faire attention, elle possède un domaine de validité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour n'importe quelle concentration d'espèces colorées. Elle n'est valable que pour des solutions peu concentrées, environ inférieures ou égales à 10-2 mol par litre. Mais ça, c'est une valeur approximative. Alors, un exemple, si on dispose d'une solution de diode, I2, on mesure son absorbance, A égale 0,225, à une longueur d'onde lambda égale 415 nanomètres. On sait que la largeur de la cuve est de 1,0 cm. C'est généralement la valeur qu'on vous donnera dans l'exercice, mais pas toujours, attention. Et on vous donne la valeur du coefficient d'absorption molaire à cette longueur d'onde. Epsilon à 415 nanomètres est égal à 4360 litres par centimètre par mol. On va pouvoir calculer la concentration grand C grâce à la loi de Berlambert ici, en manipulant un peu cette relation. On obtient que grand C, si on l'isole, va être égal à grand A sur epsilon lambda fois L. J'ai fait passer epsilon lambda fois L de l'autre côté. J'ai divisé par epsilon lambda fois L. On réalise l'application numérique et on obtient 5,2 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Quand on a fait cette application, même si ce n'est pas demandé, il est bien de vérifier, de se rappeler que cette loi de Berlambert qu'on a utilisée n'est pas valable pour n'importe quelle concentration. Donc, on vérifie que le résultat a bien une concentration faible et qu'on est dans le domaine de validité de la loi de Berlambert. Ici, on a une concentration largement inférieure à 10 puissance moins 2 mol par litre. Aucun souci, la loi de Berlambert peut être appliquée. Alors, nous allons voir une méthode plus précise pour déterminer une concentration d'une solution inconnue. La méthode qu'on a utilisée précédemment par le calcul ici, n'est pas forcément la plus précise. Il vaut mieux réaliser ce qu'on appelle un dosage par étalonnage. Doser, ça signifie déterminer la concentration d'une espèce chimique en solution. Tout du moins, c'est une simplification, c'est pour la première et la terminale. Alors, principe du dosage par étalonnage par spectrophotométrie, donc on l'utilisera uniquement pour des solutions colorées. On va préparer des solutions étalons petit i d'une même espèce colorée mais de concentration différente, CI. On va régler le spectrophotomètre à la longueur d'onde du maximum d'absorption, lambda max, pour avoir des mesures plus précises. Enfin, on va mesurer l'absorbance AI de chaque solution étalon et on va pouvoir tracer la courbe d'étalonnage A en fonction de la concentration. Donc on va placer les points sur
sur ce graphique, avec absorbance en ordonnée, concentration en abscisse. Attention, sur ce type de graphique, les concentrations ne sont pas forcément en mol par litre. On peut avoir des sous-multiples de l'unité. Et donc, on voit ici que ces points ont l'air alignés. Donc, on va modéliser par une droite, ici, qui passe par l'origine, puisqu'il y a proportionnalité entre absorbance et concentration pour des concentrations suffisamment faibles, d'après la loi de Beer-Lambert. Donc, on obtient une droite passant par l'origine. Si on recherche l'équation de cette droite, qui est de la forme A égale K fois grand C, K étant le coefficient directeur de la droite, eh bien, petit k, on peut l'associer à epsilon lambda fois L, puisqu'on a vu que l'absorbance est égale à epsilon lambda fois L fois grand C. Donc, petit k égale epsilon lambda fois L. Une fois qu'on a tracé cette droite, qu'on appellera une droite d'étalonnage, eh bien, on va pouvoir déterminer la concentration de la solution inconnue en mesurant son absorbance, que l'on va reporter en ordonnée. On va projeter sur la droite d'étalonnage et en abscisse, on va pouvoir lire la concentration de la solution inconnue. Alors, profitons de ce chapitre pour faire un rappel sur la réalisation d'une échelle de teinte, c'est-à-dire la réalisation de solutions de concentration différentes pour une même espèce chimique colorée, c'est-à-dire pour la réalisation des solutions étalons que l'on a utilisées précédemment dans le dosage par étalonnage. Alors, on va, à partir d'une même solution mère, préparer des solutions filles diluées, voilà, de concentration donc plus faible que la solution mère. Alors, principe de protocole de la dilution, eh bien, il est rappelé ici. On va prélever un volume de solution mère à l'aide d'une pipette jaugée, et ce volume, on va le verser dans une fiole jaugée qui sera le volume de solution fille VF. On ajoute de l'eau distillée dans la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge, et ensuite, on va pouvoir agiter pour homogénéiser, c'est-à-dire pour que la concentration soit la même dans toute la solution. Donc le protocole de la dilution est extrêmement simple, il faut le connaître par cœur. Mais on va surtout s'intéresser et rappeler les relations qui existent lors d'une dilution. Lors de la dilution, il y a conservation de la masse et de la quantité de matière de soluté. C'est-à-dire que la masse ou la quantité de matière de soluté qui a été prélevée de solution mère, qui est dans la pipette jaugée qui est ici, eh bien, lorsqu'on va ensuite le mettre dans la fiole jaugée et rajouter de l'eau distillée, ici, la quantité de matière ou la masse de soluté n'a pas été modifiée. Donc, on peut écrire deux types de relations, soit l'égalité des masses. Masse de soluté dans la solution mère est égale à la masse de soluté dans la solution fille. Dans ce cas-là, on se rappelle que la masse, c'est égal à la concentration en masse de la solution multipliée par le volume de solution. Donc, on peut, pour chaque masse ici, développer, les remplacer par la relation gamma m fois Vm, concentration en masse multipliée par volume. Donc, il y a égalité de ce produit, gamma m fois Vm est égal à gamma f fois Vf, et ceci, on va pouvoir l'utiliser ensuite, par exemple, si on veut déterminer la concentration en masse de la solution phi, connaissant le volume final, le volume de solution mère prélevée et la concentration en masse de la solution mère. On peut faire le même travail avec les quantités de matière, égalité des quantités de matière, et on développe, sachant que la quantité de matière est égale à la concentration en mol multipliée par le volume de solution. Concentration en quantité de matière multipliée par le volume de la solution. Donc on obtient à nouveau une égalité ici. Dans cette relation, il doit y avoir, faire attention aux unités, les concentrations et les volumes doivent être chaque couple ici dans la même unité. Donc si les volumes sont en millilitres, on peut les laisser en millilitres dans cette relation, puisque de chaque côté de la relation, on retrouve le volume. Enfin, la dilution est caractérisée par ce qu'on appelle le facteur de dilution. On peut vous dire dans un énoncé, il faut diluer 5 fois, diluer 10 fois. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, le facteur de dilution, c'est le rapport des volumes de solution phi divisé par le volume de la solution mère. C'est-à-dire que si on vous dit par exemple de diluer 10 fois, ça veut dire que le volume final doit être 10 fois plus important que le volume de solution mère prélevée. Et
en utilisant les relations qui sont juste au-dessus, eh bien, si on fait VF divisé par VM, on fait passer VM, on divise par VM ici, eh bien, si je fais passer gamma F de l'autre côté en divisant par gamma F, je vais voir que VF sur VM est égal à gamma M sur gamma F. Donc, on a aussi l'égalité F égale gamma M sur gamma F. Et c'est exactement la même égalité pour les concentrations en quantité de matière, Cm sur Cf. Dans tous les cas, si vous avez un doute sur dans quel sens il faut appliquer cette relation, eh bien, retenez que le facteur de dilution, il est toujours supérieur à 1. Donc, on a toujours la valeur la plus grande divisée par la valeur la plus petite.